Luc, chose promise, chose due, hein? Les Houthis avaient prévenu qu'il n'y aurait pas de circulation dans la mer Rouge, du moins pour les pétroliers saoudiens. Les Saoudiens n'ont pas écouté, et donc là, il y aurait deux navires qui auraient été attaqués. Ça se corse dans la région. Effectivement, et ça fait ressortir un potentiel dont on a parlé à de nombreuses occasions. Puis c'était le cas quand on a parlé de ce fameux cessez-le-feu ou de ce protocole d'entente qui avait conduit à ce cessez-le-feu dont on ne peut plus parler maintenant parce que l'appellation ne convient tout simplement plus. Donc, Donald Trump qui est allé d'une vigoureuse attaque ou déclaration en disant qu'il allait sanctionner, donc les Houthis, sanctionner en termes de frappe, en termes d'intervention militaire. Mais le danger que j'évoquais, c'est la contagion dans la région, parce que ce serait, si jamais on devait s'investir du côté de la mer Rouge, ce serait un deuxième front. Lui dit, ben, les Houthis et l'Iran s'est attaché, ça on le sait, donc l'Iran qui est un commanditaire finalement des Houthis, ce qu'on appelle un proxy ou un allié dans la région. Mais là, si on doit maintenant concentrer nos efforts sur le détroit d'Ormuz et sur la mer Rouge, ben, c'est cette escalade dont on a parlé, ce bourbier et cette contagion nationale. Donc, ça vient ajouter au casse-tête américain pour ce qui est de la gestion de l'Iran. Et symboliquement, on a dit on va envoyer, par exemple, des B-1. Donc, on grossit la taille de nos appareils, éventuellement la taille des frappes, même si nous ne sommes pas encore au sommet d'une escalade ou des symboles de frappe qu'on pourrait évoquer ou utiliser du côté américain, ça demeure malgré tout quelque chose qui sème le chaos, la crainte. Et nous échangions ce matin, tu me disais, d'ailleurs, les marchés ont réagi à ça. Le pétrole, le baril de pétrole a refranchi la barre des 100 $ le baril. Donc ça, les répercussions à long terme, on parle du prix de l'essence. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Si ça, tout ça s'avère, puis si les États-Unis vont loin là-dedans, ce serait quoi les répercussions autres? Ben, on l'a vu, si on ne parlait que d'économie, on a bien vu l'incidence sur le commerce mondial. On parle beaucoup du pétrole, mais il y a plus que ça en jeu. Ce qui est à craindre à ce moment-là, c'est la perte de contrôle dans la région. Des alliés américains en ont assez d'être visés par l'Iran parce qu'à défaut de frapper aux États-Unis ou des installations américaines, ben on va frapper les partenaires des Américains. Donc, certains commencent à avoir la mèche drôlement courte sans faire de jeu de mots déplacés. Mais il y a aussi les partenaires de l'Iran ou les sensibilités dans la région. Et il y a d'autres conflits en cours. Le président Trump avait dit lui-même, d'ailleurs, avant ça, les Houthis, ils ont été relativement calmes, finalement, depuis que nous sommes en conflit avec l'Iran. Mais cette fois-ci, Francis l'a dit, ça a été plus qu'une menace ou un avertissement. On est passé à l'action et on a bien identifié les navires saoudiens. On en parlait des Saoudiens hier et de ces ententes ou de cette entente avec les États-Unis. Ils font partie des partenaires qui pourraient s'impatienter qu'on déstabilise ou qu'on rende aussi précaire l'ensemble de la région et non pas que le détroit d'Ormuz ou encore la côte iranienne. C'est quand même fou, Luc. Là, on a, puis juste pour que les gens s'imaginent dans leur tête, si vous nous écoutez ou si vous connaissez moins la géographie, mais là, on parle quand même de deux régions qui sont à 2000 km l'une de l'autre, le golfe Persique, la mer Rouge, il y a aussi le Mali. À un moment donné, les Américains, je comprends que c'est une grosse puissance militaire, là, mais à force de fragmenter ça, là, puis d'aller mener tous les combats dans toutes les places, il va manquer un peu de jus, un peu d'hommes, un peu de matériel. Est-ce qu'il n'y a pas, en bon français, le risque de se stretcher sur trop d'affaires simultanément puis de carrément perdre le contrôle de chacune de ces régions-là? Ben, deux choses. Un, c'est un peu paradoxal pour une administration qui avait dit ce sera America First. On ramène l'armée américaine, nos soldats, nos forces, on les ramène chez nous et on se concentre l'Amérique. Donc, il y a ce paradoxe en premier. Et de l'autre, ben, le lien est assez évident à faire avec le passage de Pete Hegseth au Sénat cette semaine. On se rappellera qu'il demandait, lui, une nouvelle enveloppe de plus de 80 milliards de dollars, dont presque 70 milliards immédiatement pour le Pentagone. On voulait avec ça, donc, affecter les budgets à deux choses en particulier, des liquidités, donc ça c'est important, et l'autre, on souligne à de nombreuses reprises depuis quelques semaines que le stock de missiles est en baisse aux États-Unis. Pas que les Américains sont désarmés, mais si effectivement on devait ouvrir plusieurs fronts ou qu'il y avait plusieurs crises, ce qu'on a, entre guillemets, investi et dépensé en Irak
viendrait handicaper notre potentiel de réplique ou notre potentiel de frappe. Donc, les Américains, quand on regarde leur nouvelle politique de sécurité nationale, celle qui est en vigueur depuis le retour de Donald Trump, pour ceux dont je fais partie qui ont souligné le paradoxe, les Américains n'étaient pas censés être moins présents et ils se sont gardés une porte ouverte quand il est question de sécurité nationale. Donc, c'est l'Amérique d'abord, l'Amérique dans le sens, le continent que les Américains tentent de protéger, mais il y a cette capacité ou cette volonté d'intervenir quand la sécurité nationale est en jeu ailleurs. Ça ne nous rapproche pas de l'OTAN, ça ne nous rapproche pas des alliés, mais on veut être capable d'offrir des répliques ponctuelles dans des moments de crise. En Iran, c'était la question du nucléaire. C'est toujours, à ce jour, la grande raison. Et tu as évoqué dans ton énumération le Mali. Oui, c'est la prochaine question. Le Mali, c'est le premier... Pardon? Oui, parce que c'est la prochaine question, le pourquoi le Mali? Voilà, le Mali, la raison officielle, c'est des raisons de sécurité nationale. On vient d'assister à des opérations réussies de 2 groupes rebelles, dont un groupe terroriste qui est affilié à Al-Qaïda. Donc, les Américains regardent la situation au Mali et ils craignent, bien sûr, une recrudescence de groupes affiliés à Al-Qaïda. Donc, on dit, c'est peut-être le moment d'intervenir et on y réfléchit très sérieusement. Et les Américains feraient d'une pierre ou d'un missile plusieurs coups. Ils ont constaté également que la France ne s'intéresse plus au Mali, mais que les Russes, les Iraniens et les Chinois, eux, s'intéressent à ce territoire-là. Donc, on pourrait intervenir pour ces 2 groupes que j'ai évoqués précédemment. On pourrait intervenir pour passer un message à la Russie, à la Chine et également à l'Iran. Et pourquoi pas, 3e grande catégorie de motifs pour intervenir au Mali, il y a des mines d'or et un potentiel, semble-t-il, assez intéressant pour du lithium. Donc, est-ce que les Américains, pour ce que je viens de mentionner, seraient prêts à intervenir au Mali? On hésite. On hésite parce qu'on met un doigt dans l'engrenage. Si tu veux savoir, Isabelle, ils vont découvrir des armes de destruction massive bientôt, là, puis ils vont ramener Colin Powell. Mais c'est comme, il n'y a pas de fin. C'est comme si, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais on dirait que la réponse, c'est mal. Je ne vois pas d'autres possibilités. C'est-à-dire que c'est toujours, quand on parle de ce genre de frappe, de ce genre de politique, quand on parle de la guerre, bien entendu, ça devrait être le dernier recours. Et c'est toujours de voir quels intérêts on sert quand on fait ça. Donc, on l'a vu pour l'Iran, la façon de négocier de Donald Trump. On l'a vu pour l'Ukraine. Là, on le voit pour le Mali. C'est, je répète, au premier niveau ou au premier chef, quelque chose dont les États-Unis, sous Donald Trump, ne se mêleraient pas. Mais là, il y a des enjeux très forts qui pourraient les amener pas à s'installer, mais à intervenir. Mais là où on hésite, donc je disais, c'est parce qu'on met le doigt dans l'engrenage si on fait ça. Et l'autre chose, c'est quelle confiance peut-on avoir dans le gouvernement malien au moment où on se parle? Est-ce qu'on peut viser une plus grande stabilité puis des occasions d'affaires? J'ai parlé de l'or et j'ai évoqué le lithium. Ça, c'est dans l'entourage de Donald Trump, ce qui, pour le moment, retiendrait un peu les ardeurs ou modérerait les ardeurs pour une intervention. C'est quand même fou tout ça. On est dans le bout de l'émission également où on parle de diarrhée explosive. C'est là, hein? C'est maintenant. Ouvrons la parenthèse scatophile, mesdames et messieurs, et parlons de diarrhée. Un instant. Épidémie. Vous avez des enfants dans la voiture, c'est le bon moment de... Arrêtez de mettre vos mains dans votre bouche. De monter le son. Il y a donc cette épidémie de cyclospora. Je vais agir comme scientifique autour de cette table. Épidémie de cyclospora, donc qui proviendrait de la laitue, puis on ne sait plus trop. Ça a commencé dans des Taco Bell, ça s'est élargi à des épiceries, et c'est quand même fou, la plus grande économie du monde, avec tous ces scientifiques, tout cet argent, n'est pas capable de savoir d'où ça vient, tout ça. Et là, tous les jours, on nous rapporte des centaines de cas additionnels de cette diarrhée explosive, et on ne sait toujours pas d'où ça vient. Explique-moi, Luc, comment c'est possible que les États-Unis, avec tous ces moyens phénoménaux d'intelligence, de recherche, d'IA, je ne sais trop quoi, soient incapables de trouver une bactérie dans une salade. Ça vaut pas de la M. Dans un deuxième temps, je souligne votre effort de transition parce qu'on est passé d'un type d'explosion à un autre. Oui. Donc, il y a merci. quand même, il y a quand même un fil conducteur. Pour ce qui est de la cyclosporose, donc, la difficulté sur le terrain, c'est qu'il y a de très nombreux foyers. Donc,
c'est la première, le premier facteur qui explique qu'effectivement, Francis, une puissance scientifique comme les États-Unis ait de la difficulté à identifier les différentes sources, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y aurait aussi la période d'incubation qui est très longue. Entre le moment où on est en contact et le moment de l'explosion, il peut se passer jusqu'à 2 à 3 semaines. Donc, on est déjà un petit peu en retard dans nos données et à nos chiffres. Et on est dans la grande période. Et on est dans la grande période annuelle de transmission de la cyclosporose. Et, hélas, ce n'est pas positif pour nos voisins américains, le pic ou le sommet ne serait pas encore atteint et on s'y rendrait quelque part vers le mois d'août jusqu'à la fin août. Il y a une partie dans ça qui est également politique et budgétaire. L'administration en place, et c'est Robert Kennedy Jr. qui tente ces jours-ci d'être très, très rassurant, mais il est en partie, on ne peut pas tout lui attribuer, mais il est en partie responsable de la situation en raison des coupes qu'on a imposées à la FDA, la Food and Drug Administration, et les CDCs, les Center for Disease Control. Donc, on a des budgets qui sont à la baisse et on a retiré le cyclospora, donc ce qui provoque la cyclosporose, on l'a retiré de la liste de surveillance obligatoire. Oh! Mais c'est majeur, S'il y avait un moment où il ne fallait pas l'échapper, c'était bien cette année. Donc, il y en a des éclosions de petites épidémies, donc, à chaque année. Mais cette année, il y a différents facteurs, mais on ne peut pas échapper à un facteur qui est le budget, donc, et la structure. Comment fonctionne maintenant la Food and Drug Administration et les Center for Disease Control? Mais Luc, 2-3 semaines d'incubation, très difficile de savoir où est-ce que tu l'as attrapé, là. C'est voilà. Impossible. C'est là où je dis, on ne peut pas pointer, ce serait malhonnête de pointer strictement à l'administration Trump ou encore Robert Kennedy Jr., qui en a déjà beaucoup apporté en termes de critiques sur ses épaules fort musclées. Donc, convenons-en. Mais effectivement, c'est une situation qui, budget ou pas, demeurerait particulièrement complexe à gérer. Mais on ajoute à ça le fait qu'on n'avait pas les moyens nécessaires non plus pour réagir comme le font habituellement les services américains. Puis on est tout près, hein? Donc c'est sûr qu'au Canada, ça nous inquiète à chaque jour quand on a des notifications de diarrhée explosive là, qui rentrent. Tout à fait. Chaque jour. On espère ça à la fin de la saison, Isabelle et moi. Notre petit refuge familial est trop près de la frontière américaine ces jours-ci. Tellement que Florence a eu fait une superbe découverte sur les réseaux sociaux. Ouais, si jamais tu veux t'en prendre un petit peu au chalet. Luc, j'ai pensé à toi parce que j'ai vu une vidéo de TikTok, une grosse tendance aux États-Unis, où au Ikea, on vend maintenant des sacs à crottes pour ramasser des crottes de ton chien ou autre personne. Et il y a la face du président dessus. Et je trouve ça hilarant. Donc, avais-tu vu ça, Luc? Donc là, tu peux ramasser les crottes de ton chien ou tout autre animal avec la face du président. Et le sac est jaune et orange. C'est hilarant. J'espère que les auditeurs, auditrices vont comprendre que quand j'ai une chance de ne pas penser à Donald Trump, je la prends. Alors, mon dernier séjour au Ikea, je n'ai pas vu la bouille de Donald Trump sur ces sacs bien particuliers que Florence vient de décrire. Tu l'achèterais pas? Ça ferait un bon stunt sur ton Facebook. Mais est-ce qu'il pourrait porter plainte? Est-ce qu'il pourrait dire diffamation à mon image? C'est pas... Mais je m'étonne qu'une grande entreprise comme ça se risque à le faire parce que, soyons honnêtes, on peut trouver ça sympathique ou drôle, mais c'est une sacrée provocation et c'est un jeu politique aussi pour un groupe aussi influent et puissant qu'est Ikea. Absolument. Chose certaine, en tout cas, on en a commandé quelques caisses. Luc, on va te faire livrer ça très prochainement à la maison. Attention avec les tarifs, ça peut coûter cher. Merci à tous. On se retrouve demain, même place, même heure, Luc.